Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Des regards pluriels et croisés pour comprendre les interactions complexes entre trajectoire migratoire, agentivité et cadre légal. Pour introduire ce livre, nous vous présentons 3 récits. Comment mieux appréhender les trajectoires migratoires face au cadre légal, qu'en écoutant les personnes concernées relater leur parcours et leurs interrogations. Comment mieux comprendre l'articulation entre les contraintes et les possibles, que par des récits de vie. Ils nous sont apparus être la meilleure entrée en matière avant d'entamer le trilogue entre les 3 disciplines, par lesquelles ces trajectoires ont été analysées. Un des récits, des vies. 1.1 Solange. Solange est originaire du Bas-Congo en République démocratique du Congo, ci-après rez-de-chaussée. Elle y fait des études secondaires, y obtient un bachelier en comptabilité, puis un master en économie. Elle a toujours accordé beaucoup d'importance à une éducation de qualité. Elle est mariée à Yves, et le couple a une petite fille appelée Malika. Après ses études, Solange travaille plusieurs années dans une banque en rez-de-chaussée où elle preste de longues journées de travail. Sa sœur, qui vit avec la famille, s'occupe de leur enfant. Yves, quant à lui, a toujours eu pour projet de venir étudier en Belgique afin de réaliser un doctorat. En 2011, il réalise ce rêve et migre en Belgique dans le cadre d'un séjour pour études. Il s'agit d'un séjour limité, prolongeable chaque année en fonction de l'évolution de ses études. C'est alors que Solange commence les démarches pour le rejoindre et sollicite le regroupement familial. Durant les premières années, l'emploi de Solange à la banque lui permet d'envoyer une aide financière à son mari en Belgique. Bien qu'il bénéficie d'une bourse pour étudier, cela ne lui donne pas les moyens suffisants pour s'installer confortablement. Les démarches pour le regroupement familial sont quant à elles assez laborieuses. Solange doit s'y reprendre à 3 fois avant d'obtenir son visa. Ces difficultés sont dues au fait que son mari n'a pas rapporté la preuve d'un logement suffisant, que son acte de naissance n'a pas été émis dans son village de naissance, et que les documents médicaux sont expirés lorsque les autres éléments sont enfin en ordre. Elle évoque également des difficultés d'accès à l'ambassade de Belgique à Kinshasa, pour pouvoir introduire son dossier. Commencées en 2011, les démarches aboutissent finalement en février 2013. Solange et sa fille rejoignent alors Yves en Belgique. Venir en Belgique n'était pas vraiment le souhait de Solange, mais plutôt celui de son mari. Elle l'a pourtant suivi sans trop d'appréhension, bien qu'en tant qu'épouse dépendante d'un étudiant, elle sait qu'elle ne pourra pas travailler. S'ajoute à cela le fait que son diplôme de master obtenu à l'université de Kinshasa n'est pas reconnu en Belgique. Pour éviter de passer ses journées à la maison, Solange décide alors de reprendre des études en économie dans une université belge. 6 ans plus tard, Yves et Solange accueillent un second puis un 3e enfant, et la famille réside toujours en Belgique. Arrivée en fin de thèse mais ayant besoin de quelques mois supplémentaires pour la finaliser, Yves tente d'obtenir une prolongation de séjour, qui lui est accordée tant que le financement de cette prolongation d'études est assuré, au jour près. Au bout de cette période, son université lui assure un post-doc d'1 an et Yves sollicite un changement du statut d'étudiant à un statut de travailleur temporaire et limité à la durée du contrat de travail qu'on lui propose. Ce faisant, il doit produire des documents médicaux, un certificat de bonne vie et mœurs ainsi que son contrat de travail. Le séjour de Solange dépend de l'aboutissement favorable de ce changement de statut. La demande est introduite à la commune et transmise à l'Office des étrangers, ci-après, OE, pour examen. Ce dernier met plusieurs mois à répondre à la demande, mais accorde finalement le séjour à Yves. Ces démarches et l'incertitude de leur aboutissement ont toutefois beaucoup pesé sur le couple. Après avoir travaillé pendant 1 an comme postdoc, Yves cherche à se faire engager de manière plus stable. Pour cette famille, il est difficile d'envisager le futur sereinement alors que les enfants grandissent en Belgique et y développent de réelles attaches, école, etc. De plus, même si elle étudie, le fait que Solange ne puisse pas travailler pèse énormément sur son moral et sur son estime de soi, mais aussi sur les finances de la famille. Les perspectives d'emploi restent fortement limitées pour elle en Belgique. Elle multiplie les petits boulots au noir, pour participer aux besoins du ménage. Au bout de cette année passée en Belgique,
Yves sollicite un séjour illimité pour lui et sa famille. Avant d'obtenir la réponse quant à cette demande, il décroche un contrat à l'université pour une durée de 3 ans. Malgré cela, après plusieurs mois d'attente, la décision de l'OE tombe et le couple apprend qu'ils ne sont pas dans les conditions pour obtenir un séjour illimité en Belgique. Leur droit au séjour expire dans quelques semaines et le nouveau contrat d'Yves ne démarre que plus tard. Si aucune solution n'est trouvée, la famille va se retrouver sans titre de séjour valide durant plusieurs semaines. C'est alors une course contre la montre qui démarre pour Yves, Solange et leurs 3 enfants, afin d'éviter une interruption de leur séjour sur le territoire qui pourrait avoir des conséquences non seulement au niveau de l'obtention d'un séjour illimité, mais aussi au niveau du calcul des années de séjour pour obtenir la nationalité. 1 point de Saroj. Saroj est originaire de la région du Jammu et Cachemire, en Inde. Obligé de fuir, il quitte sa région natale avec sa famille, composée de son épouse Sushanti et de leurs enfants Ravi, 17 ans, et Tia, 15 ans. Tia est en réalité la nièce de Sushanti, qui lui a été confiée lorsque sa sœur est décédée en couche quelques années plus tôt. Saroj est ensuite emmené par des soldats en raison de ses prises de position en faveur des droits des communautés sikhes dans sa région, et de sa lutte contre les discriminations dont sa communauté fait l'objet. Il est maintenu dans un lieu secret et torturé pendant plusieurs jours mais parvient finalement à s'échapper, grâce à l'aide d'un gardien. Après avoir mis son épouse et leurs 2 enfants à l'abri et s'être caché pendant un certain temps, ils décident de quitter le pays ensemble. Durant ce trajet de fuite éprouvant, la famille est séparée. Sushanti et leurs enfants restent coincés en Iran alors que Saroj arrive à rejoindre l'Europe, à entrer en Belgique et à y introduire une demande d'asile. Pendant ce temps, il effectue des démarches auprès de la Croix-Rouge pour tenter de retrouver la trace de son épouse et de leurs 2 enfants. 1 an après son arrivée en Belgique, le statut de réfugié lui est accordé par l'instance fédérale d'asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ci-après CGRA. Quelques mois plus tard, il trouve la trace de son épouse et de ses enfants en Iran et apprend qu'en tant que réfugié, les critères pour effectuer un regroupement familial en Belgique sont moins stricts que pour d'autres catégories de migrants, à condition qu'il introduise la demande dans un délai d'1 an suivant l'obtention de son statut de réfugié. Il ne lui reste alors que 7 mois pour mener à bien la procédure, mais une organisation non gouvernementale l'assiste dans ses démarches auprès de l'administration belge. Celle-ci lui indique les documents requis pour introduire la demande de regroupement familial, soit les actes de naissance de chacun des membres de la famille, leur certificat de mariage et une attestation médicale. Ces documents doivent tous être légalisés. Son épouse se trouvant en Iran, elle ne peut rentrer en Inde pour trouver ces documents. Cela serait effectivement trop risqué, d'autant que le frère de Saroj, Dev, a lui aussi eu des problèmes avec le gouvernement après le départ de sa famille. De plus, pour être recevable, la demande de regroupement familial doit être introduite par Sushanti en Iran, à l'ambassade de Belgique à Téhéran, mais la capitale est éloignée de l'endroit où elle a trouvé refuge. Après plusieurs tentatives d'accès à l'ambassade, elle parvient finalement à obtenir un rendez-vous et sollicite le regroupement familial. Elle explique ne pas être en possession de tous les documents requis, en raison de l'insécurité qu'elle a fui en Inde. Lorsque l'ambassade décide d'acter la demande de regroupement familial et d'accorder un visa pour la Belgique à Sushanti, le fils du couple, Ravi, a atteint l'âge de 18 ans et n'est dès lors plus dans les conditions pour rejoindre son père. Il doit introduire une demande de séjour indépendante pour raisons humanitaires. Leur fille Tia n'entre pas non plus dans les conditions car la filiation biologique ne peut être démontrée. En l'absence de documents de filiation officiels, l'administration procède à un examen ADN et Tia doit également introduire une demande de séjour indépendante pour raisons exceptionnelles afin de pouvoir rejoindre son père en Belgique. Les 3 demandes sont soumises à l'appréciation souveraine de l'OE. En Belgique, Saroj a trouvé du travail comme interprète dans une maison sociale mais l'éloignement de famille lui pèse beaucoup. Les démarches prennent beaucoup de temps au vu de la situation familiale complexe dans laquelle il se trouve, et des hésitations de l'administration d'octroyer un séjour aux 2 enfants. Un séjour leur est finalement accordé à tous les 3, et les retrouvailles ont lieu 2 ans plus tard, en Belgique. Après plusieurs années d'attente,
leur vie familiale peut enfin reprendre mais non sans difficulté. La cohabitation n'est pas simple pour Sushanti et Saroj, éprouvés par cette longue période de séparation et des expériences passées compliquées. Sushanti devra pourtant attendre d'accomplir 5 ans de cohabitation, avant de pouvoir faire une demande pour un séjour autonome et illimité. Si le couple ne cohabite plus avant cela, l'OE risque effectivement de mettre fin à son séjour. Le séjour qu'a obtenu Tia sur la base de circonstances exceptionnelles est d'une durée similaire à celui de sa mère, arrivée dans le cadre du regroupement familial. Ravi a quant à lui obtenu un séjour d'1 an, dont le renouvellement est conditionné par la preuve de son intégration. 1 an plus tard, parce qu'il a repris des études dans une classe passerelle afin de terminer ses études secondaires, Ravi parvient à démontrer cette intégration et son séjour est renouvelé. Après 2 ans et demi de cohabitation, Sushanti et Saroj décident finalement de se séparer. Sushanti a trouvé du travail et s'installe chez un couple d'amis. L'administration communale, mise au courant de ce changement d'adresse, en informe l'OE qui décide de mettre fin au séjour de Sushanti. Ils estiment que la condition de cohabitation n'est plus remplie, et la convoquent afin qu'elle puisse réagir par rapport à cette fin de séjour. Après l'avoir entendu, l'administration décide de mettre fin à son séjour en raison de l'absence de cohabitation effective, et l'OE lui délivre un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. 1.3 John. John est originaire des États-Unis, où il a rencontré son épouse, Leila, ressortissante turque disposant d'un titre de séjour illimité en Belgique. Quelques mois après leur mariage, il décide de venir la rejoindre. Le 6 juin 2012, John introduit une demande de visa long séjour auprès de l'ambassade de Belgique aux États-Unis dans le cadre du regroupement familial. Il obtient le visa 1 an plus tard, et arrive en Belgique dans le courant du mois de juillet 2013. Il est rapidement mis en possession d'un droit de séjour d'1 an. Ce séjour peut être renouvelé si toutes les conditions mises au séjour sont respectées. Cohabitation effective, moyen de subsistance régulier suffisant et stable ainsi qu'un logement suffisant. En 2014, Leila donne naissance à un petit garçon, Murat. John cherche activement du travail dès son arrivée en Belgique. Il obtient quelques contrats d'intérim de manière éparse. Une petite fille, Fatima, née en 2015. En 2016, lors du renouvellement du séjour pour la 3e année consécutive, l'administration note que le ménage ne dispose pas de revenus stables, suffisants et réguliers. Elle souligne le caractère précaire du travail de Leila, employée depuis 6 mois à temps partiel, mi-temps dans le cadre d'un contrat intérimaire. Auparavant, elle était au chômage. L'administration met fin au séjour de John après un séjour de 4 ans, estimant que la naissance de 2 enfants en Belgique et la vie familiale qui en découle n'altèrent en rien cette exigence de produire la preuve de moyens de subsistance, que du contraire. En février 2017, soit plus de 4 ans après son arrivée sur le territoire, John se voit alors notifier une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, motivé par le fait que son épouse ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. John, qui ne souhaite pas quitter la Belgique, introduit un recours contre cette décision au Conseil du contentieux des étrangers, ci-après, CCE, en insistant sur le fait qu'il a développé une vie familiale depuis leur arrivée en Belgique et qu'il s'y sent intégré. En décembre 2017, le CCE annule la décision de l'OE, estimant que celui-ci n'a pas examiné les aspects liés à la vie familiale et à l'intérêt de l'enfant en profondeur. Le CCE ne peut qu'annuler cette décision, et ne pas y substituer sa propre appréciation. Il ne peut donc la réformer. L'annulation renvoie cette situation à l'OE pour une nouvelle prise de décision, en tenant compte de la motivation du CCE. Il a un délai de 6 mois pour reprendre une décision et fixer le sort de John. Dans l'attente d'une réponse, ce dernier ainsi que sa famille restent dans l'incertitude quant à l'avenir de leur séjour et se trouvent dans l'impossibilité de faire des projets. Les récits de Solange, Saroj et John illustrent différentes trajectoires migratoires vers la Belgique et démontrent le caractère temporaire et conditionné des séjours des personnes qui prennent la décision de migrer. Que se passera-t-il pour John et sa famille, si l'OE prend une décision négative? Qu'arrivera-t-il à Sushanti? Que trouvera-t-elle comme solution pour maintenir un séjour en Belgique?
et éviter d'être éloignée vers son pays d'origine qu'elle a fui. Solange, Yves et leurs enfants trouveront-ils un moyen de prolonger leur séjour? Quelles sont leurs perspectives d'avenir? Quelles sont leurs marges de manœuvre et quelles sont leurs ressources pour s'en sortir et mener leur projet à bien? Cet ouvrage a pour objectif de trouver des réponses à ces questions en mobilisant des outils issus de la sociologie, de la démographie et du droit, et de mieux comprendre la complexité et les difficultés inhérentes aux trajectoires migratoires, familiales et professionnelles des personnes migrantes dans un contexte politique et institutionnel de plus en plus restrictif et labile. 2. Des regards croisés pour comprendre l'articulation entre le cadre légal et l'agentivité des migrants. Cet ouvrage est le fruit d'un travail collaboratif entre chercheurs issus du droit, de la démographie et de la sociologie, mené dans le cadre de l'action de recherche concertée LIMA, Personal Aspiration and Processes of Adaptation, How the Legal Framework Impact on Migrant Agency. Ce projet s'est focalisé sur les trajectoires migratoires, en Belgique, des personnes originaires de pays extra-européens. L'intérêt de nous pencher sur le cas de la Belgique réside dans son histoire migratoire. Bien que les formes de migration et les pays d'origine des personnes migrantes se soient diversifiés au fil du temps, la Belgique n'a jamais cessé d'être un pays d'immigration, Lafleur, Martiniello, Réa 2015. Ces politiques migratoires connaissent en outre le même type d'évolution que celle que l'on constate au sein de l'UE et par-delà, une évolution marquée par un durcissement et une volonté affichée de contrôler, voire réduire, les flux migratoires, Beauchemin, Flao, Schumacher 2020. Notre collaboration pluridisciplinaire est partie d'un constat, celui que ces trajectoires migratoires sont marquées par une insécurité qui résulte à la fois de la fragilité des droits de séjour souvent temporaires, et du risque concomitant de perte de séjour. L'insécurité concerne non seulement l'obtention d'un titre de séjour, mais également son renouvellement, ainsi que le passage d'un type de séjour à un autre, par exemple, d'un visa étudiant vers un visa de travail ou d'un séjour temporaire à un séjour dit permanent. Comme nous le verrons de manière plus détaillée dans cet ouvrage, les conditions de renouvellement sont à la fois strictes et mal comprises, les procédures restent obscures, parfois contre-intuitives, et les informations données contradictoires. En Belgique comme dans d'autres États européens, les difficultés à obtenir un statut stable, au moins valable quelques années, ont été aggravées par des réformes qui ont multiplié les séjours temporaires d'1 an. Ce découpage de la vie en années administratives courtes a un impact tant sur la vie familiale, suspendue à celui-ci pendant plusieurs années, que sur la vie professionnelle des migrants. De plus en plus de droits au séjour voient aussi leur renouvellement conditionné par le respect de conditions économiques strictes. Avoir un logement suffisant, des revenus stables, réguliers et d'un niveau minimum, et une assurance maladie. Outre la difficulté d'y satisfaire dans un contexte économique marqué parfois par une grande précarité, ces règles rendent le quotidien incertain, impactant la vie et les projets familiaux ainsi que les trajectoires socio-professionnelles. Il est difficile d'obtenir un séjour permanent, et encore davantage d'obtenir la nationalité belge. Ainsi, le droit migratoire enferme les personnes qu'il régit dans des statuts juridiques qui peuvent achopper avec les projets et les aspirations des migrants. Il résulte de ces régimes complexes et sévères que les parcours migratoires sont également marqués par des phases parfois significatives de séjours irréguliers. Il arrive aussi souvent que ce dernier soit le bout du parcours. Quelle que soit leur longueur, ces épisodes marquent les personnes concernées, affectent leur vie quotidienne ainsi que leurs projets. Ils ont aussi des répercussions sur leur entourage. Outre la précarité caractérisant ces périodes irrégulières, la menace de leur survenance, les conséquences à long terme de leur expérience sont autant de pierres sur les chemins empruntés par ces personnes et leurs proches. Cependant, pas de titre de séjour ne signifie pas un néant. En effet, les parcours se poursuivent, se réorientent, y compris pendant ces séquences caractérisées par l'absence de papier. Les trajectoires irrégulières restent des trajectoires de vie. Les règles qui visent à éviter que les séjours ne soient irréguliers semblent générer elles-mêmes des situations irrégulières. Se pose alors la question de savoir si de tels effets restent marginaux ou sont à ce point fréquents qu'ils interrogent alors, d'une part, sur l'adéquation de règles produisant un effet inverse à leur ratio legis et d'autre part sur l'ampleur des atteintes aux droits humains qu'ils entraînent. Cette question est au cœur de cet ouvrage. Au fil des chapitres,
Nous verrons en effet que l'objectif affiché par l'État belge de contrôler l'immigration s'appuie en réalité sur une mécanique normative qui fragilise les situations administratives des migrants, même réguliers, et porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Les incertitudes impactent la vie quotidienne de tout étranger, dont le statut migratoire n'est pas consolidé par la citoyenneté ou au moins un droit de séjour permanent. Notre objectif dans cet ouvrage n'est pas uniquement de comprendre l'impact du cadre légal sur les trajectoires migratoires. Il nous a en effet paru essentiel de comprendre également comment s'articule l'agentivité des migrants et la présence parfois forte du cadre légal. Il s'agit donc de comprendre à la fois comment les cadres juridiques façonnent les trajectoires administratives, professionnelles et familiales et les projets de vie des migrants, et dans quelle mesure les migrants développent des stratégies pour contourner ou faire avec les règles et les obstacles, et où utiliser les opportunités offertes par les systèmes juridiques pour réaliser leurs aspirations professionnelles et familiales. Comment les parcours de vie évoluent-ils en fonction des contraintes et le cas échéant, s'y adaptent. Autrement dit, cette approche vise à comprendre les opportunités et les contraintes que le cadre légal impose aux migrants pendant leur séjour, au moment du renouvellement, voire en cas de perte de celui-ci, comment il facilite ou pèse au contraire sur leurs projets et leur trajectoire, et quelle marge de manœuvre les migrants parviennent ou non à dégager pour mener à bien une vie qui corresponde à leurs aspirations. Partant des impératifs réglementaires et administratifs, qui déterminent qui est dans la loi et qui reste ou tombe en dehors de son prescrit, nous avons voulu vérifier les effets du droit par des approches sociologiques et démographiques, qualitatives et quantitatives concomitantes et en dialogue, pour ensuite revenir au cadre légal et in fine, émettre une série de recommandations d'ordre juridique. Une première approche, top-down, a consisté à décrypter le cadre légal au travers de l'étude des textes légaux et des motivations des décisions jurisprudentielles. Analyser les textes légaux n'est en effet pas suffisant. Il est important d'analyser la manière dont les juges utilisent la marge d'appréciation qui leur est laissée. Pour ce faire, les motivations des décisions jurisprudentielles sont précieuses. Quel est l'intérêt ou le droit qui emporte la décision ? Ceci ne permet toutefois que de saisir la manière dont les rouages de la mécanique juridique fonctionnent. Il est essentiel de dépasser l'analyse théorique d'un cadre juridique qui repose sur des catégorisations fortes et formelles, qui ne reflètent pas la réalité des aspirations des migrants et les stratégies qu'ils peuvent développer pour se réapproprier les normes juridiques. Le réel est infiniment plus complexe que les cases imposées par les normes. En effet, les vies se vivent et les trajectoires se poursuivent envers, contre et surtout outre la loi. Cette approche juridique s'est donc articulée avec une approche bottom-up démographique et sociologique, examinant et quantifiant de près les trajectoires en fonction des statuts juridiques et donnant la parole aux personnes migrantes. Cette deuxième approche tient compte de ces trajectoires et des expériences de migrants qui peuvent être enferrés dans des procédures complexes, à rebondissements, pas toujours compréhensibles. La logique des normes est parfois en décalage complet avec les logiques de vie. Un étudiant étranger peut, par exemple, nourrir au cours de ses études le souhait de s'installer en Belgique à plus long terme et dans cette optique, s'impliquer d'ores et déjà dans la vie économique, sociale et culturelle de son pays d'accueil. Or, pour l'autorité, l'étudiant étranger n'est pas là pour s'intégrer mais uniquement pour passer. De même, le partenaire de l'étudiant n'est pas autorisé au travail alors que l'on demande au premier de disposer de ressources suffisantes que le second pourrait contribuer à réunir. Les paradoxes apparents sont en réalité nombreux. Les entretiens approfondis réalisés auprès de migrants furent l'occasion d'étudier de manière fine ces décalages, en offrant à ces personnes la possibilité de s'exprimer sur leur vécu face aux contraintes de la loi et malgré elles. Avec comme question clé, celle des marges de manœuvre et stratégies qu'elles parviennent ou pas à mobiliser pour contourner les obstacles et ou revoir leurs projets et aspirations. Ils ont aussi permis de mettre à jour le fait que les contraintes et les zones grises n'affectent pas que les parcours des étrangers de pays tiers à situation socio-économique défavorisée, les pays dits en voie de développement ou du Sud global, mais touchent tous ceux qui migrent, en tout cas au-delà de brefs séjours. Qu'ils soient congolais ou américains, il y a des périodes irrégulières ou incertaines, il y a des errances et des difficultés à s'inscrire dans le cadre réglementaire. Les approches quantitatives des trajectoires administratives, sur base des données du registre national,
ont confirmé la complexité et la précarité des parcours de vie mis à jour par les travaux qualitatifs. Elles ont aussi identifié et synthétisé la diversité des trajectoires administratives et leurs variations en fonction des origines et des motifs de migration. Ceci permet de dépasser les cas individuels pour identifier une mécanique et, le cas échéant, des systématicités. La richesse de l'approche adoptée dans ces travaux a été de pouvoir dialoguer entre ces champs. Des normes au vécu, des vécus aux chiffres, mais aussi des vécus aux normes, des normes aux chiffres, des chiffres aux trajectoires et inversement, et enfin de ces dernières aux normes à nouveau. La réflexion s'est construite à la manière d'une discussion, faite d'allers-retours successifs entre les disciplines, entre le qualitatif et le quantitatif, entre le décor changeant, les normes et les scènes qui s'y déploient. Pour appréhender ce réel complexe et mouvant, il a fallu observer sous des angles pluriels, procéder à des analyses pluridisciplinaires qui se reflètent dans les chapitres de cet ouvrage, qui sont tantôt inscrits dans une seule discipline, tantôt écrits à plusieurs. 3. Un mot sur les méthodes. Les méthodes de collecte et d'analyse de données varient fortement d'une discipline à l'autre, et sont parfois mal connues, voire inconnues entre elles. Les sociologues et les démographes ne savent pas forcément comment les juristes travaillent, et les méthodes d'analyse quantitative et qualitative peuvent paraître mystérieuses aux juristes. Nous étions toutefois tous conscients que nos regards disciplinaires avaient besoin d'éclairage complémentaire. La recherche transdisciplinaire sur les questions migratoires est indispensable pour appréhender leur complexité. Le projet Lima participe de cet exercice de croisement des regards dans lequel l'UC Louvain s'inscrit plus largement dans le cadre du consortium Louvain 4 Migrations. Les chercheurs de l'UC Louvain y fédèrent leurs forces et expertise dans toutes les disciplines de la recherche universitaire, de la psychologie sociale et clinique, à la géographie en passant par la santé publique, la sociologie, la démographie, le droit, pour n'en citer que quelques-unes. Dans le cadre de cette introduction, il nous a paru utile de dessiner les grandes lignes des méthodes que nos 3 disciplines ont mobilisées de manière complémentaire, tout en sachant que celles-ci sont explicitées plus avant dans les chapitres de cet ouvrage, lorsque cela s'avère pertinent. Sous l'angle juridique, la recherche portée par l'équipe EDEM a identifié les impacts de la souveraineté de l'État en matière migratoire sur l'agentivité des migrants. Le franchissement des frontières extérieures par des non-nationaux reste l'un des derniers bastions de la souveraineté nationale. Que ce soit par la théorie de l'invité ou par la contractualisation du lien avec l'État hôte, les étrangers qui se déplacent restent largement dépendants de décisions unilatérales, fondées sur la souveraineté de l'État hôte. La jurisprudence des pays occidentaux se caractérise par des références constantes à la notion de souveraineté nationale qui se voit non seulement accorder une priorité sémantique, mais aussi substantielle et procédurale. En d'autres mots, elle influence tant le contenu des droits que l'ampleur du contrôle de l'action étatique par le juge. En cela, la souveraineté détermine fortement l'étendue de la protection garantie ainsi que la disponibilité et l'efficacité du contrôle judiciaire. La conception de la migration à travers le prisme de la souveraineté des États implique que les migrants sont soit admis sur le territoire de l'État d'accueil en raison des obligations internationales en matière de droits de l'homme, réfugiés, regroupement familial, soit choisis en fonction de leur mérite, travailleurs, entrepreneurs. La recherche a étudié 2 groupes de migrants appartenant à une de ces 2 catégories de migrants. Le regroupement familial est fondé sur une logique droits humains, tandis que l'immigration économique ressort du cadre du mérite. Dans les 2 cas, les règles applicables ont été analysées pour identifier l'équilibre qu'elles créent entre entrave et garantie, entre fermeture et ouverture, entre paralysie et autonomie. Cette étude a ciblé la manière dont les catégories sont définies par la loi. Quelle famille dans le cadre du regroupement familial? Quel type d'études pour le séjour étudiant? Quel emploi dans le cadre de l'immigration économique? Les conditions imposées pour obtenir le titre administratif et pour le renouveler, économique, culturel, et la manière dont la procédure donne la parole à l'intéressé et lui permet de se défendre efficacement en cas de décision négative. Outre les textes, complexes et parfois obscurs, la jurisprudence a été étudiée pour identifier comment les juges interprètent les normes applicables. Le font-ils de manière mécanique? Quelle conception de la famille les décisions reflètent-elles, lorsqu'elles contiennent une motivation subjective?
La loi laisse peu de place à des indications qui ne soient pas techniques, de sorte qu'il faut rester très prudent si l'on entend identifier une vision. En outre, le juge exerce un contrôle de légalité et non d'opportunité. Cela étant, les droits fondamentaux tels que le droit à vivre en famille ou encore l'intérêt supérieur de l'enfant font partie de la légalité. La jurisprudence a-t-elle dès lors également été analysée en ce qu'elle intègre ou non une réflexion liée au respect des droits humains? Tente-t-elle d'assurer un équilibre entre les droits individuels en jeu et l'intérêt collectif exprimé par le texte? La procédure réserve-t-elle une place à une expression des aspirations de la personne concernée, que ce soit au guichet, dans le cadre de la phase administrative ou devant le juge? Cette méthode d'analyse permet, au travers des cas soumis au juge, de comprendre où se situent les règles les plus problématiques et quelles sont les normes qu'ils sont le plus amenés à remettre en question parce qu'elles ont un impact sur les droits humains des personnes visées. Pour les volets démographiques et sociologiques du projet, nous avons fait le choix de nous centrer principalement sur les trajectoires et expériences vécues des migrants originaires de 3 pays tiers, à savoir la rez-de-chaussée, l'Inde et les États-Unis. Ce choix s'appuie sur les considérations suivantes. Ces 3 nationalités extra-européennes correspondent à des groupes de migrants de taille relativement similaire en Belgique. En effet, les flux migratoires indiens, congolais et américains représentent chacun de l'ordre de 1500 à 2500 entrées par an en moyenne sur le territoire national, permettant de comparer leur situation. Sur la période 2010 à 2019, ont été comptabilisées en moyenne 2144 entrées de ressortissants des États-Unis, 2365 entrées de ressortissants d'Inde et 1788 entrées de ressortissants de rez-de-chaussée. Les tendances migratoires pour ces 3 nationalités sont toutefois différentes dans le temps. L'immigration congolaise est ancienne et a fluctué en fonction des périodes de crise et de conflits dans le pays. Par rapport à 2011, où environ 2500 personnes de nationalité congolaise avaient immigré en Belgique, elle a sensiblement diminué, environ 1500 entrées par an depuis 2014, sans doute en partie du fait des restrictions en matière de regroupement familial intervenues en 2011. L'immigration indienne est plus récente et a par contre connu une augmentation marquée dès la fin des années 2000. Les entrées annuelles, encore autour de 1500 par an en 2010, étaient d'environ 3300 en 2019. L'immigration américaine, qui est apparue dès les années 1970, est quant à elle restée constante depuis plusieurs décennies. Au cours de la période 2010 à 2019, elle n'a que très légèrement diminué et concerne toujours chaque année environ 2000 personnes. Si les flux migratoires annuels sont de taille similaire, le nombre de migrants originaires de ces 3 pays résidant en Belgique varie par contre sensiblement. En janvier 2015, en Belgique, alors que démarrait notre projet, les migrants originaires de rez-de-chaussée vivant en Belgique étaient d'environ 45 000, dont la moitié de nationalité congolaise. Ceux nés en Inde étaient près de 20 000, dont 10 000 personnes de nationalité indienne, et ceux aux États-Unis étaient environ 16 000, dont 11 000 personnes de nationalité américaine. En 2020, les populations originaires de rez-de-chaussée et d'Inde avaient sensiblement augmenté, plus de 50 000 personnes nées en rez-de-chaussée et environ 27 000 personnes nées en Inde, alors que le nombre de migrants nés aux États-Unis restait stable autour de 16 000 personnes, Eurostat 2021A, Flao, Schumacher 2016. Ces écarts reflètent des histoires migratoires plus ou moins anciennes selon les origines, mais également des différences dans la propension à s'établir à long terme. Comme nous le verrons dans ce livre, les départs sont nettement plus fréquents parmi les Américains que parmi les Congolais. Ces différences permettent de contraster 3 populations qui n'ont pas accès à des réseaux cause-ethniques de même ampleur en Belgique, Casterker et Al. 2007, engendrant des possibilités et des réalités différentes dans le pays d'accueil. Ces 3 nationalités nous permettent également de travailler sur une diversité de profils. En effet, ces 3 nationalités de migrants présentent, en raison de leur trajectoire migratoire spécifique, des profils économiques et socioculturels différents qui influencent également les ressources auxquelles ils peuvent accéder et leur manière de les mobiliser. Entre 2010 et 2019, pour les États-Unis, 39% des premiers titres de séjour ont été délivrés pour des raisons liées à la famille, 15% pour des raisons liées à l'éducation,
35% pour des raisons liées à des activités rémunérées et 11% pour d'autres raisons. Pour l'Inde, 45% des titres de séjour ont été délivrés pour des raisons liées à la famille, 9% des raisons liées à l'éducation, 42% pour des raisons liées à des activités rémunérées, et 4% pour d'autres raisons. Pour la rez-de-chaussée, 58% des premiers titres de séjour ont été délivrés pour des raisons liées à la famille, 13% pour des raisons liées à l'éducation, et à peine 1% pour des raisons liées à des activités rémunérées. En revanche, 28% ont obtenu un premier titre pour d'autres raisons, notamment comme réfugiés ou pour des raisons humanitaires, Eurostat 2021b, Myria 2016. Parmi les personnes originaires de rez-de-chaussée, les demandes d'asile sont également fréquentes et n'aboutissent pas toujours, ou après de longues années, à l'obtention d'un titre de séjour. Si un certain nombre d'études ont examiné l'expérience de groupes d'immigrants extra-européens en Europe et en Belgique, en s'intéressant aux politiques migratoires et de citoyenneté, elles se sont toutefois généralement concentrées sur les flux migratoires sud-nord, en négligeant les flux nord-nord. Notre choix d'inclure des personnes migrantes originaires des États-Unis, en sus de l'Inde et de la rez-de-chaussée, reflète notre souhait de dépasser les dichotomies entre ces flux migratoires et en particulier, la relative invisibilisation des premiers. Sur le plan politique, légal et social, une distinction est en effet généralement faite entre les personnes venant de pays du Sud et celles venant de pays du Nord, Casterker Réa 2012. Les Américains sont considérés comme des expatriés et leur immigration, quasiment invisible en Belgique, n'est pas perçue comme problématique alors que les Congolais sont davantage présentés comme des immigrants indésirés. Les Indiens, en provenance d'un pays dit émerge, semblent quant à eux occuper une place intermédiaire dans cette dichotomie. Il est toutefois nécessaire de nuancer et de dépasser cette dichotomisation entre migrants désirés et indésirés, car elle sous-estime le degré de contrainte auquel sont confrontées toutes les personnes migrantes, Guédi 2013. Enfin, de manière générale, les trois nationalités retenues n'ont pas reçu la même attention dans la recherche et dans la littérature. Si la littérature sur l'immigration congolaise en Europe et en Belgique est abondante, notamment Demar 2013, Schoenvaer 2010, Schumacher Schoenvaer 2012, Vos 2011, Demar et Hall, 2017, LL', et beaucoup moins dans le cas des immigrations américaines, voix, notamment Klekowski von Koppenfels 2014 et indiennes, voix, notamment Kozmans, Godet-Harris 2013. Ce projet contribue donc à consolider les recherches sur la situation des migrants congolais et à acquérir une meilleure connaissance de la situation des migrants indiens et américains en Belgique. Le volet de la recherche porté par les sociologues du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, CIRFAS, UC Louvain, a mis en œuvre une méthodologie qualitative qui vise à mettre au jour des vécus, dynamiques et processus complexes à partir d'entretiens approfondis et d'observations. Les données sociologiques s'appuient sur deux terrains. Le premier et principal terrain a consisté en un travail qualitatif et longitudinal réalisé entre septembre 2016 et janvier 2019. Dans ce cadre, un total de 90 entretiens qualitatifs semi-structurés ont été menés avec 53 adultes originaires de rez-de-chaussée, 13 participants, d'Inde, 21 participants et des États-Unis, 19 participants qui ont déclaré être en Belgique depuis au moins 2 ans au moment de l'entretien initial. Cette temporalité a été choisie pour comprendre les expériences d'installation en Belgique. Notre population, composée d'hommes, 30 et de femmes, 23, âgés de 23 à 52 ans, présente une diversité de profils en termes de statut juridique. Demandeurs d'asile, migrants en situation irrégulière, travailleurs migrants, étudiants, diplomates, personnes arrivées par regroupement familial, de caractéristiques socio-économiques et d'histoire de vie. Le guide d'entretien a porté sur la vie des participants avant leur migration, les différentes étapes de leurs trajectoires administratives, familiales et professionnelles, les difficultés et opportunités rencontrées, ainsi que l'évolution de leurs projets et aspirations tout au long de leur séjour. Dans une perspective longitudinale, les premiers entretiens ont été complétés par 2 vagues d'entretiens de suivi afin d'approfondir certains sujets et de saisir les évolutions en cours dans les trajectoires et les projets de chaque personne rencontrée. La dimension longitudinale s'est révélée indispensable pour reconstruire les trajectoires dans les divers contextes sociaux,
légaux et institutionnels traversés, mais aussi identifier la manière dont apparaissent, s'influencent et se développent divers événements et relations. L'ensemble des entretiens ont été retranscrits et anonymisés, puis soumis à une analyse thématique qui a fait émerger notamment des frictions entre les temporalités des procédures administratives et les temporalités biographiques et quotidiennes des migrants, des réseaux utilisés comme des ressources, des enjeux et contraintes de la vie familiale en situation de mobilité, des processus menant les personnes migrantes à des situations d'irrégularité, ou encore des catégorisations découlant des politiques migratoires belges actuelles, toujours en lien avec les questions d'agentivité. Ces différentes thématiques sont étudiées et analysées dans le présent ouvrage. Ce terrain principal a été complété par des observations dans des tribunaux, des entretiens avec des informateurs clés, avocats spécialisés en droit migratoire ou familial, fonctionnaires, travailleurs sociaux ou acteurs de terrain actifs dans des associations de défense des migrants, et des entretiens semi-directifs avec des femmes migrantes originaires de pays tiers, y compris autres que nos 3 pays cibles, et victimes de violences conjugales. La question des violences conjugales et de l'impact du droit migratoire sur cette problématique étant apparue importante à traiter en cours de projet, mais difficilement appréhendable dans le cadre de notre dispositif initial de recherche. L'approche démographique, menée par le Centre de recherche en démographie, a mobilisé les données du registre national. Dans le cadre de ce projet, ces données couvrent l'ensemble des personnes ayant immigré en Belgique entre 1999 et 2014, âgées de 18 ans et plus et de nationalité étrangère à leur arrivée. Au total, plus de 1,3 million de personnes correspondent à ces critères. Le caractère exhaustif de ces données en fait une source exceptionnelle. Mais c'est aussi la nature longitudinale de ces données qui les rend particulièrement pertinentes pour l'analyse des trajectoires. Chaque individu dans le registre est en quelque sorte suivi au fil du temps. Les événements démographiques qui le concernent sont consignés et leurs dates enregistrées, les titres de séjour qu'il possède sont repris, les changements de nationalité mentionnés, les compositions de ménages identifiées, etc. Il est donc possible par exemple de reconstituer des successions de statuts administratifs, d'identifier des événements particuliers dans les trajectoires, ou encore de distinguer qui reste et qui repart parmi les migrants. Mais cette richesse et cette exhaustivité s'accompagnent aussi de difficultés liées à l'exploitation de sources administratives. Par exemple, les données sont peu documentées, le niveau de détail des informations est parfois extrêmement élevé, le format des données est complexe, les situations administratives peuvent différer des situations de fait, ou encore certaines informations ne sont pas codifiées ou enregistrées de manière systématique et identique selon les administrations communales. Il a donc fallu d'abord comprendre ce que ces données permettaient de réaliser, cerner leurs forces et limites, pour ensuite les apprivoiser, les organiser, les nettoyer, les simplifier, les sélectionner, et les analyser avec des outils permettant de rendre compte de la complexité des trajectoires et des expériences. Dans les chapitres de cet ouvrage, nous exploitons principalement les données relatives aux titres d'identité, et nous focalisons les analyses sur les personnes originaires des 3 pays sélectionnés dans le projet, rez-de-chaussée, Inde et États-Unis. Ces données sont exploitées avec 2 méthodes d'analyse quantitative longitudinale. L'analyse de séquence permet de traiter les données sur les trajectoires, administratives dans ce cas, de manière globale, et d'identifier des trajectoires types des migrants. On y découvre la complexité de certaines trajectoires. On peut quantifier ce que ces différents types de trajectoires représentent parmi les migrants, et identifier quelles personnes sont les plus susceptibles de connaître ces trajectoires. La deuxième méthode, l'analyse statistique des biographies, porte sur des événements ou des moments particuliers dans les trajectoires. Nous l'exploitons pour identifier quand les périodes d'irrégularité arrivent dans les parcours administratifs, et quels sont les facteurs associés à ces périodes de précarité administrative. Enfin, soulignons qu'une collaboration entre démographes, sociologues et juristes s'est révélée non seulement fructueuse mais essentielle dans l'analyse de ces données. Les expériences relevées dans les entretiens qualitatifs par les sociologues ou à travers les pratiques professionnelles des juristes nous ont aidés à identifier des questions pour lesquelles les données du registre étaient exploitables et pertinentes.
L'expertise des juristes est fondamentale pour déchiffrer les multiples catégories et procédures dans le registre national, notamment sur les titres de séjour, les procédures d'asile ou les radiations du registre. Et les données du registre ont le mérite de mettre en lumière l'ensemble des situations de manière systématique, donnant une autre perspective sur les trajectoires. La collaboration entre disciplines s'est déroulée tout au long des 5 années de ce projet de recherche, via un dialogue qui s'est déployé à chacune des étapes de la recherche, que ce soit autour de la définition des questions de recherche et des angles d'analyse de chaque volet, de la rédaction des guides d'entretien, de l'analyse des témoignages récoltés par les sociologues ou de l'interprétation des trajectoires administratives, tant au regard du droit que des résultats du matériau qualitatif. 4-5 années sur 3 scènes avec comme décor le concept d'agentivité. Dans le cadre de cet ouvrage, nous avons choisi de rendre compte de cette conversation qui a duré 5 ans au travers de 3 scènes, celle du cadre et des contraintes légales, celle des temporalités et celle du regroupement familial. La première présente le cadre légal et identifie les contraintes qu'il imprime aux vies des personnes migrantes. Les questionnements de la jurisprudence illustrent les questions de principe que pose le cadre légal, notamment en ce qu'il sauvegarde ou non un équilibre entre les droits individuels et l'intérêt collectif invoqué par l'autorité, mais aussi en ce qu'il traite différemment des aspirations semblables, voire identiques. Il s'agit de celles d'apprendre, de se former, de se retrouver, de se sécuriser, d'être chez soi. La deuxième s'arrête sur les temporalités. Les contraintes de temps imposées par la loi s'entrechoquent avec les rythmes de la vie, de la vraie vie, au quotidien ou dans les projets à plus long terme. Il peut en résulter tant une artificialité dans les choix posés par les migrants pour se conformer aux temporalités institutionnelles, qu'une insécurité juridique. Outre la production de l'irrégularité, le décalage a pour effet de mettre des vies en suspens, d'hypothéquer des projets familiaux ou professionnels, d'accélérer certaines étapes du parcours de vie, d'en retarder d'autres, etc. Mais les analyses qualitatives et quantitatives de cette partie montrent aussi comment les migrants peuvent dans une certaine mesure naviguer à travers ces contraintes et réussir leurs projets. Enfin, la troisième scène aborde une série d'enjeux liés au regroupement familial, statut migratoire qui met en lien droit et politique migratoire et vie de famille de manière particulièrement évidente. Parmi ces enjeux, on mentionnera l'intérêt supérieur de l'enfant, la reprise d'études de femmes qui suivent leur conjoint en Belgique, ou les violences domestiques. Sont mises ici en exergue des inégalités qui s'articulent aux marqueurs structurels que sont le genre, l'âge et l'origine ethnique, et posent plus largement la question du traitement différencié des personnes et de leur droit à une vie de famille selon qu'elles sont migrantes ou sédentaires. L'ouvrage se conclut sur une contribution qui propose une conceptualisation originale de la notion d'agentivité, qui aura été le fil rouge de nos réflexions. Cette conceptualisation s'appuie à la fois sur une revue de la littérature de cette notion d'agentivité, particulièrement importante en sociologie mais également présente dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, et sur les différentes contributions à cet ouvrage. Sont particulièrement mises en avant ici la dimension temporelle de l'immigration et la manière dont le droit structure les parcours de vie. 5. Des recommandations sur le plan juridique. Notre ouvrage se clôture sur des recommandations juridiques envisagées de manière séquentielle, court terme, moyen à long terme. Ces recommandations reposent sur la volonté de produire des résultats ayant un impact sociétal. 3 séries de recommandations sont formulées afin de mieux prendre en compte la situation personnelle des migrants et de renforcer leur autonomie. L'objectif est de proposer des alternatives juridiques, non seulement par le biais de grandes réformes qui pourraient être politiquement irréalistes, mais aussi, dans une perspective à plus court terme, par l'identification des meilleures pratiques tant en droit substantiel que procédural. La première série de recommandations porte sur la manière dont le cadre juridique actuel peut être utilisé, par exemple par l'utilisation de principes généraux de droit qui permettent aux migrants d'exprimer leurs aspirations, comme le droit à une bonne administration, ou par un contrôle judiciaire indépendant. La deuxième série portera sur la manière dont le cadre juridique actuel et ou les pratiques administratives relatives à son application pourraient être modifiées, sans réformer leur structure et les options fondamentales. La troisième série de recommandations va au-delà
et présente quelques pistes qui permettraient de penser autrement la gestion et le contrôle de la mobilité humaine. Ces recommandations reposent sur les résultats de nos données quantitatives et qualitatives pour démontrer que lorsque les normes juridiques sont en décalage trop fort avec la réalité, ou lorsqu'elles négligent une grande partie du potentiel des migrants, elles sont contre-productives. Nous espérons ainsi contribuer au débat sur les réformes du cadre juridique des migrations par une approche scientifique, documentée et discutée. 6. Nos équipes. Avant d'entrer pleinement dans le contenu de cet ouvrage, nous voulions terminer cette introduction en présentant brièvement les équipes qui ont parcouru ce chemin. Du côté des juristes, le centre impliqué est le CEDIE, le Centre Charles de Visscher pour le droit international et européen et en son sein, l'EDEM, l'équipe droit européen et migration. Coordonnée par Sylvie Sarolea, les recherches ont été menées par Christine Flamand et Jean-Baptiste Farcy. La première est chargée de projets au sein de l'EDEM et centre ses recherches sur le statut des familles migrantes, avec un focus particulier sur les enfants. Le second est à présent docteur en droit. Il a consacré ses recherches au droit de l'immigration économique, s'intéressant au parcours d'études et professionnel des migrants. Il a soutenu sa thèse dans le cadre de cette recherche Lima le 16 décembre 2020, sur l'Union européenne et l'immigration économique, les défis d'une gouvernance multiniveau. Il est à présent avocat au barreau de Bruxelles, tout en restant associé aux travaux de l'EDEM. Plusieurs démographes du Centre de recherche en démographie ont participé à ce projet à différents moments. Bruno Schumacher a été le coordinateur de l'équipe des démographes, et 5 chercheurs ont contribué à ce projet. Sophie Vos a participé à sa conception, à l'élaboration de la demande de données, et aux premières analyses et exploitations du registre national. Sarah Carpentier a contribué au volet théorique du projet, à la préparation des données, et à certaines analyses parmi les populations réfugiées. Mireille Le Guen, Wan Lini et Louise Caron ont rejoint le projet en 2019 et ont contribué à plusieurs analyses des données du registre national, dont les 2 chapitres empiriques présentés dans cet ouvrage. Enfin, le volet sociologique du projet a été porté par des chercheurs du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, CIRFAS, UC Louvain, sous la direction de Laura Merla, sociologue de la famille spécialisée notamment dans les questions migratoires, en collaboration avec Jacques Marquet, également sociologue de la famille, qui a contribué à la conception du projet et à son design méthodologique. Le terrain et les analyses ont été menés principalement par Sarah Smith, doctorante boursière au début du projet puis aspirante FNRS, et dont l'expertise et le savoir-faire ont été complétés en cours de route par Giacomo Orsini, post-doctorant au CIRFAS. Preuve s'il en est des mobilités inhérentes à notre humanité, l'équipe a bénéficié des apports précieux de ceux qui ont initié le projet, ont débuté la recherche avec nous, ou l'ont rejoint pour quelque temps en cours de route. Il s'agit de Sarah Carpentier, Grégory Dalmagne, Luc Leboeuf, Lilian Tsourdi et Sophie Vos. D'autres chercheurs, au travers de leurs écrits et des échanges que nous avons pu organiser, ont nourri nos réflexions. Parmi eux, nous tenons à remercier tout particulièrement Célestin Bamouicho Bouira-Boubouya, Jean-Yves Carlier, François Crépeau, Jack Mangala et Carla Massia. Toute l'équipe adresse ses remerciements à Annie Fourny qui a assuré tout le travail d'édition de cet ouvrage, ainsi qu'à Geneviève François et Stéphane Sarolea qui ont revu les épreuves. Leur travail à toutes les 3 contribue largement à cette publication. Première scène. Le cadre et les contraintes légales. Cette première scène présente le cadre normatif dans lequel s'inscrivent ou doivent s'inscrire les trajectoires migratoires. Les étrangers présents sur le territoire n'y sont autorisés que s'ils entrent dans des catégories bien définies. Ensuite, à chacune d'entre elles correspondent des règles spécifiques, imposant des conditions à satisfaire. Les fréquentes modifications des textes ajoutent à l'insécurité juridique et peuvent renforcer la vulnérabilité des personnes qui y sont assujetties. Enfin, les procédures sont contraignantes, tant pour être autorisé à entrer sur le territoire que pour voir son droit de séjour renouvelé ou consolidé. Pour comprendre comment ces règles influent sur la vie des personnes concernées, il faut identifier leur ratio legis, l'objectif qu'elles poursuivent. Ce dernier est fonction de l'origine du dispositif normatif puisque le droit n'est pas uniquement national.
Le régime légal est le fruit d'une évolution qui a vu le droit de l'Union européenne, ci-après, UE, harmoniser les droits nationaux en matière d'asile et d'immigration. Les conventions internationales et régionales ont aussi conduit à des adaptations, et exercent une influence croissante sur le droit belge. Un premier chapitre identifie les grandes tendances qui marquent le droit belge et son évolution, depuis l'adoption de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Si l'on dépasse le côté rébarbatif de ce texte technique, à la structure que trop de réformes ont désarticulée, l'on découvre dès son agencement comment cette matière est construite en équilibre précaire entre souveraineté et reconnaissance de droits. Cet équilibre est instable et mouvant. Sous réserve d'exceptions, la tendance est au renforcement des droits pour les citoyens européens, tandis qu'un recul est intervenu pour les autres, ressortissants d'États tiers. Un vaste projet de réécriture de la loi a été lancé en 2021. Le deuxième chapitre est consacré au regroupement familial. Il s'agit d'une des principales voies d'entrée sur le territoire belge pour des ressortissants étrangers. Il permet aux membres de la famille d'une personne résidant sur le territoire belge, en tant que national, européen ou ressortissant de pays tiers, de la rejoindre. Les conditions pour l'acquisition du séjour sont strictes. Les conditions de maintien de ce droit le sont également, et requièrent le respect scrupuleux des conditions mises par la loi. De l'ensemble des conditions découle une dépendance des membres d'une même famille, qui peut donner lieu à des abus face auxquels les règles n'apportent qu'une correction imparfaite. Enfin, les risques de perte de séjour sont nombreux. Le troisième chapitre, sous la plume de Jean-Baptiste Farcy, étudie l'immigration dite économie. Si la plupart des étrangers travaillent ou sont actifs sur le marché de l'emploi, certains d'entre eux ont un titre de séjour justifié par cet emploi et lié à sa pérennité. Il analyse une politique d'immigration parfois qualifiée de choisie, qui est marquée par la sélectivité. Le fossé est grand entre les travailleurs hautement qualifiés que l'on vise à attirer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.